Alors que l'Inter Milan d'Inzaghi est en train de chuter de haut après avoir cru à un possible triplé cette saison, alors que l'Atalanta n'a finalement pas réussi à garder son rythme impressionnant du début de saison, coûtant le duel pour le titre et le parcours en Champions League face au club Bruges, la couronne de Serie A que les Nerazzurri avaient pratiquement sécurisée vu leur point d'avance, a fini par tomber de leur tête. Malheureusement pour la bande à Lautaro, un nouveau roi de la Serie A est en train de s'approprier le trône italien, un concurrent qu'absolument personne au début de saison n'aurait pu prévoir aussi haut dans le classement, et qui, à 3 journées de la fin, semble bien parti pour s'ouvrir un second titre en 3 ans. Le fameux Napoli d'Aurelio De Laurentiis. Alors après avoir parlé du championnat d'Angleterre et du traitement injuste de la saison de Mohamed Salah, parlons rapidement du football italien et d'une des rares courses au titre toujours en cours à 3 journées de la fin entre l'Inter d'Inzaghi et le Naples d'Antonio Conte. Si sous Luciano Spalletti, Naples avait réussi à écrire une nouvelle page de son histoire avec un titre de champion de Serie A, révéler des talents impressionnants de son effectif comme Kvaratskhelia, Osimhen avec un style de jeu plutôt intéressant, l'année qui a suivi aurait été une des pires jamais produites par un champion en titre. Tout avait déjà mal commencé avec une fin d'aventure pour un Spalletti fatigué, ce qui forcera un enchaînement de coachs incapables de créer une dynamique ou collaborer avec un président connu pour être difficile à vivre, surtout lorsqu'il veut s'impliquer dans la gestion d'un groupe qui n'apprécie pas trop sa situation. L'équipe dès le mercato perd son meilleur défenseur central Kim Min-jae, ce qui fragilisera grandement le secteur défensif et donnera donc lieu à de très nombreuses performances horribles qui finiront par coûter un à un les têtes des coachs incapables de construire quelque chose qui tient la route. Résultat des comptes, la saison 2023-2024, en plus d'être sur le papier honteuse, a totalement bouleversé la dynamique du club, éliminé tôt en coupe, en Ligue des Champions, 10e de Serie A avec une immense instabilité. Il était clair que Naples avait besoin de changement, avait besoin d'un homme fort pour remettre de l'ordre dans ce marasme. Et c'est comme ça que De Laurentiis a décidé d'enfin réfléchir. Après avoir enchaîné Rudy Garcia et des anciens italiens qui n'avaient rien à faire au club, la direction va signer un coach que personne n'aurait vu à Naples, le maestro italien qui a dominé le championnat lors de la dernière décennie, Antonio Conte. Libre depuis quelque temps, l'ancien coach de l'Inter était une opportunité à saisir qu'il fallait convaincre. Lui sorti d'un passage difficile à Tottenham où il aura vu celui qu'il avait signé être banni du football pour ses agissements à la Juventus. Sa dernière saison chez les Spurs s'était très mal passée sportivement avec un groupe qui l'a totalement lâché, une ambiance bizarre suite à quelques décès importants dans son entourage, un mal du pays qui en a découlé, et surtout, une vision totalement opposée à celui à qui il devait des comptes. Après une nouvelle défaite qui ruinerait la saison, il pètera un câble en conférence de presse, se lâchera sur son groupe et sur Daniel Levy, ce qui finira par lui coûter sa place. Si le coach semblait clairement en difficulté, l'homme avait besoin de repos, de temps pour lui, et c'est ce qu'il fera pour son bien. Une période compliquée à Tottenham et une année sabbatique qui n'entacheront en rien son attractivité. Lorsqu'il s'est senti prêt à revenir, de nombreux clubs reviendront lui faire la cour. Quasiment tous les top clubs de Serie A, notamment, l'avaient dans le collimateur, mais peu feront de lui une priorité. De Laurentiis, qui avait déjà pris un stop l'année d'avant, reviendra prendre la température, et après quelques négociations, quelques assurances, notamment sur l'influence qu'il aura en interne, il finira par signer dans un club où personne ne l'attendait. L'arrivée d'Antonio Conte à Naples est quand même sacrément bizarre quand on y pense quelques secondes. Le duo avec De Laurentiis en direction est très clairement voué à une crise. On connaît le caractère et les manies des deux hommes. Le premier est un perfectionniste, un compétiteur à l'extrême, ce qui peut initier de nombreux conflits lorsque tout ne va pas dans son sens, notamment lors des mercatos. L'autre est un dirigeant connu pour compter ses sous, capable de s'imposer dans le travail de ses coachs, ce qui peut évidemment mener à des conflits, surtout lorsqu'il refuse des pistes qui semblent pourtant logiques. Les deux sont littéralement voués à se déchirer à chaque discussion. Comme d'habitude, on sait que tout ça ne tiendra pas plus d'une saison et demie, mais le mariage au moment de la signature, et pour la saison, semble être parfait. L'Italien a besoin d'un challenge, retrouver un poste dans son pays avec la capacité d'être impactant direct, pendant que Naples a besoin d'un nettoyeur, un homme avec de la poigne qui saura relancer un groupe perdu. L'union semble donc logique, et c'est comme ça que la nouvelle saison de Naples a commencé. Lorsque Conte arrive, la situation du club est plutôt compliquée. L'effectif est clairement ni adapté aux idées de son nouveau chef, ni capable d'être vraiment performant. Une dynamique interne doit être lancée, mentalement certains de tes meilleurs joueurs sont au fond du trou, t'as un manque de leader dans le vestiaire, la défense est clairement problématique, et tu sens qu'un certain agacement est présent dans le vestiaire vis-à-vis de la gestion des contrats. Beaucoup de choses doivent changer, et doivent être remis à niveau, puisque côté concurrence, à ce moment-là, il est difficile de voir Naples faire le poids. L'Inter sous Inzaghi, la Juventus de Motta, le Milan de Fonseca ou bien même l'Atalanta de Gasperini semblent mieux armés, dans une meilleure dynamique et plus solide pour réussir à construire une saison réussie. La concurrence s'annonce donc rude, mais le challenge est bien excitant. Et c'est à partir de cette base que la direction
version napolitaine, va construire son grand retour. Comme d'habitude, Antonio Conte va chercher à former son groupe de soldats d'expérience couplé à quelques talents à faire grandir. Un grand mercato se met en place et tu sens son impact dans les choix des joueurs. La défense est reconstruite avec la plus grosse dépense de l'été, Buongiorno du Torino, qui arrive en étant l'un si ce n'est le meilleur central pays. Rafa Marin, expulsé du Real Madrid, complète la nouvelle charnière avec Spinazzola libre sur le côté et Di Lorenzo, dont le futur est l'un des sujets les plus pressants de l'année. Au milieu, Zambo Anguissa retrouve sa place et voit arriver deux joueurs écossais sous-cotés et sous-exploités de Première Ligue, Billy Gilmour de Brighton et le chouchou McTominay. Devant, Conte renforce son attaque avec David Neres de Benfica et enfin il finira par forcer pour récupérer une de ses meilleures créations, le Belge Romelu Lukaku, dans un transfert qui suscitera pas mal de débats intéressants. La carrière récente de Romelu est quand même sacrément intéressante. En pétard à l'Inter Milan dans un duo impressionnant avec Lautaro, il quittera l'Inter pour retrouver son club en Angleterre, Chelsea, dans un transfert qui finira par lui coûter cher. Arrivé là-bas, il perd toute sa domination, ses prestations ne sont pas au niveau, elles déçoivent, lui faisant perdre sa place. Il obtient de moins en moins de temps de jeu, jusqu'à définitivement sortir du groupe, après une interview, où il deviendra l'ennemi public numéro 1 des supporters. Le coach l'écartera des plans, il retournera à l'Inter en prêt, mais tout a changé. L'équipe, le coach et le jeu sont plutôt similaire, mais lui n'est plus aussi professionnel. Il n'est plus aussi impliqué, aussi tranchant, aussi encadré qu'avant, ce qui forcera les Nerazzurri à réfléchir longuement avant de lever l'option d'achat. Une situation délicate que Lukaku rendra invivable en négociant secrètement avec d'autres clubs de Serie A, dont la Juventus. Les liens entre le club et le clan du joueur sont rompus, le Belge se retrouve donc à nouveau hors des plans de Chelsea et sans place pour la prochaine saison. Une opportunité que la Roma finira par saisir. Retrouve Mourinho qui l'aide à retrouver son football, mais finira tout de même par retourner à Chelsea sans voir son option d'achat être levée. La situation est une nouvelle fois tendue et c'est à ce moment-là que Naples et Antonio Conte frappent à la porte. Lukaku fera tout pour que le transfert voie le jour. Dans son coin, il remettra en place une routine de travail qui lui permettra de retrouver son coach dans les meilleures conditions possibles et après une longue période de doute, il fera officiellement son retour en Italie dans un transfert qui fera beaucoup parler. Point important lorsqu'il signe, De Laurentiis a donc offert un gros mercato à Conte en termes d'arrivée, le vestiaire se voit renouvelé et dans le même temps vidé avec pas mal de départs de joueurs. En plus d'Ossigard, la liste des joueurs prêtés se retrouve une nouvelle fois sacrément longue et comporte même un nom qui surprend, Victor Osimhen. Incapable de trouver une porte de sortie correspondant aux demandes économiques de Naples, n'acceptant pas d'aller en Arabie Saoudite, il se retrouvera à envoyer en prêt à Galatasaray. Un choix qui montre la puissance et l'influence de Conte, tout comme l'envie de son président de faire les bonnes choses en union. L'Italien est donc ravi. Pour son premier mercato, il obtient les renforts qu'il souhaitait, puisque la direction a enfin mis la main à la poche. Il obtient les départs qu'il souhaitait, qui vont aider à encaisser les arrivées et changer la mentalité, mais surtout, il a réussi à garder ses meilleurs joueurs. Grisha et Di Lorenzo restent à Naples, une décision contre leur intérêt puisque leurs contrats sont clairement très en dessous de leur véritable valeur, mais absolument parfaite pour l'Italien, qui peut donc enfin construire sa saison dans les conditions idéales. Si les paramètres de base sont parfaits, puisque Naples ne joue que le championnat, lui va mettre en place ses ingrédients habituels. Travail de préparation physique de très haut niveau, changement dans la mentalité du vestiaire, union autour de ses idées, implantation de son schéma et de ses patterns de jeu, création d'un groupe capable d'encaisser la saison. En quelques semaines, tout change pour Naples. Les joueurs et les employés découvrent pour leur plus grand bonheur ou malheur la dureté du travail d'un perfectionniste. La machine est enfin lancée, l'équipe se construit petit à petit, mais différemment des projets précédents, puisque si d'habitude les pistons et le jeu long sont la clé principale du jeu italien, cette fois, c'est plutôt l'axe qu'il exploite en adaptant ses idées de jeu à ses joueurs, délaissant même parfois sa défense à 3 si iconique. Pour son premier match, il se fait humilier par les Las Vérone 3-0, un résultat qui créera la furie du coach, mais qui sera le point de départ d'une saison que peu aurait pu prédire. Les semaines qui suivent seront remplies de bons résultats. Une première série de matchs réussie sans défaite qui permettra d'installer le club dans la course au titre. Tout n'est pas parfait, le jeu ne l'est pas non plus, mais c'est suffisant. Et pour une première partie de saison, c'est plus qu'encourageant. L'équipe retrouve de la solidité défensive, réussit à gagner même les matchs qui paraissent morts, engrange des points quand tout semble perdu, et c'est de bon augure pour la course à l'Europe. L'espoir d'une année de titre reste maigre, cela dit, la concurrence avec l'Inter Milan reste rude, et surtout, une mauvaise nouvelle viendra frapper l'équipe au pire moment. Gvisha Kvaratskhelia, ton créateur de danger, ton offensif le plus remuant et le plus intéressant, veut absolument quitter le club. Une situation absolument catastrophique. Depuis le début de l'été, Conte avait tout fait pour le garder, mais malheureusement les négociations difficiles avec De Laurentiis et l'envie de voir ailleurs forceront une cassure
joueur en pleine saison. La prolongation de Gvaradona était l'un des gros points de la saison. Depuis trop longtemps, le Géorgien était sous-payé comparé aux autres top joueurs de Serie A, un point important parmi tant d'autres qui ont fini par coûter à Naples sa star. En vendant au PSG son meilleur joueur, la direction a réussi une très belle opération financière, un transfert record qui malheureusement affaiblit l'équipe et surtout va à l'encontre des promesses du début de saison. La relation avec Conte s'en retrouve donc un peu touchée. L'Italien est frustré, surtout lorsqu'il ne voit toujours aucun joueur arriver pour le remplacer. Le mercato des arrivées finira par s'enclencher. Billing continue d'alimenter la pipeline des anciens milieux de PL sous-cotés qui débarquent dans la rotation et c'est finalement Noah Okafor qui remplace numériquement Gvaradona. Un downgrade qui fait peur. Outre sa faiblesse physique, le Suisse n'a jamais montré qu'il était capable d'atteindre son plein potentiel. Malgré ce départ qui fait mal, l'équipe continue de grimper, continue de gagner et surtout profite pleinement de son avantage physique pour dominer les formations concurrentes fatiguées. Premier à la 35e journée, Naples est donc dans la bonne direction pour finir champion. Une opération logique au vu des investissements, de l'avantage d'un match par week-end comparé aux autres, mais tout autant surprenant quand on se rappelle d'où part l'équipe et de qui sont ses 10 concurrents. Avec cette course au titre, la Serie A a retrouvé de l'intérêt sportif, de l'intérêt compétitif. Les 3 matchs restants sont plus qu'intéressants à suivre pour les clubs engagés et j'ai hâte de voir qui sera le grand vainqueur. Dans tous les cas, Antonio Conte a montré qu'il était toujours un coach d'exception. Il a su s'adapter à ses joueurs et à la concurrence, gagner des matchs même les plus difficiles, reconstruire un groupe et instaurer une mentalité, une envie qui fait de son Naples l'équipe la plus intéressante sur le papier. Le projet sera intéressant à suivre. Après Zelinski l'été dernier, tu vas à nouveau avoir un chantier à régler, une équipe jouant la Ligue des Champions à construire et ce sera évidemment à retrouver ici. Dans tous les cas, je trouve ça sacrément marrant que l'histoire avec Naples finisse bien pour les deux camps. Je le répète, mais c'est vraiment improbable que tout ait fonctionné et maintenant, à voir comment la fin de saison va conditionner le reste. Bref, c'était ma petite vidéo sur le Naples d'Antonio Conte. J'espère vraiment que t'as apprécié. Je dois avouer que j'ai pas suivi ça de près, donc j'ai fait de mon mieux pour te créer un truc intéressant. J'espère que t'as apprécié et on se retrouve très vite pour la suite. Ciao.